Un millionnaire invite son fils, une femme de chambre noire, à jouer aux échecs pour plaisanter. Elle ne savait pas qu'il était un enfant génie. « Viens ici, mon garçon. Que dirais-tu de me montrer comment tu joues aux échecs dans les bidonvilles ?» La voix de Madame Victoria Whitman résonnait dans le salon de son manoir de Beverly Hills, chargée de l'arrogance typique de quelqu'un qui n'a jamais eu à gagner quoi que ce soit par elle-même. Diego Santos, 17 ans, aidait sa mère, Carmen, à servir les invités lors d'un dîner de charité lorsque le millionnaire a décidé de faire de lui l'animateur de la soirée. Les autres invités, hommes d'affaires, politiciens et leurs administratrices, riaient discrètement derrière leurs 1000 coupes de champagne. Victoria avait organisé l'événement pour collecter des fonds pour les jeunes défavorisés, mais elle ne s'attendait manifestement pas à ce qu'un d'entre eux serve des canapés dans sa propre maison. L'ironie lui était délicieuse. « Je parie qu'il peut au moins déplacer les pièces », continua Victoria en désignant l'échiquier italien qui décorait la table basse. « Ce sera amusant de voir ce que ce garçon peut faire contre quelqu'un qui a réellement étudié le jeu. » Monsieur Hamilton, propriétaire de 3 chaînes d'hôtels, murmura à sa femme « Je parie qu'il ne sait même pas que la tour se déplace en forme de L. » Les rires se répandirent dans la pièce comme des vagues sur un lac de supériorité. La mère de Diego, Carmen, baissa les yeux et serra le poing autour du plateau en argent. 20 ans à faire le ménage dans cette maison, à élever son fils seul avec un salaire de femme de ménage, et elle devait encore regarder son patron utiliser son fils comme une blague pour impressionner ses riches amis. Elle connaissait Victoria depuis qu'elle était jeune. Elle avait vu la femme se transformer d'une enfant gâtée en une mondaine cruelle au fil des ans. « Carmen, tu peux arrêter de te servir pendant quelques minutes » ordonna Victoria avec une fausse gentillesse. « Je veux que tu regardes ton fils jouer. Ce sera instructif pour vous deux. » Diego, cependant, resta immobile pendant quelques secondes. Ses yeux sombres analysaient non seulement le plateau, mais chaque visage dans la pièce. À 17 ans, il avait déjà appris que le silence en dit souvent plus sur les gens que 1000 mots, et à ce moment-là, ce qu'il vit était un groupe d'adultes privilégiés qui n'avaient aucune idée à qui ils avaient affaire. Il y avait quelque chose dans la posture de Diego qui fit que certains invités arrêtèrent de rire. Un étrange silence, comme le calme avant la tempête. Ses doigts bougeaient inconsciemment, comme s'il visualisait des mouvements sur un plateau invisible. « Bien sûr, Madame Whitman !» répondit Diego avec un calme qui fit échanger des regards curieux entre certains invités. « Ce sera un plaisir. » Victoria sourit avec satisfaction, s'installant dans le fauteuil en cuir, comme une reine se préparant à regarder des gladiateurs. « Excellent. Je parie que tu n'as jamais joué sur un plateau comme celui-ci, n'est-ce pas? Du véritable marbre italien, chaque pièce vaut plus que bien, vous savez, » commenta à haute voix Jennifer Mills, représentante de l'État, assise près de la fenêtre. « Victoria, es-tu sûre que ce n'est pas cruel? Le pauvre garçon va être humilié. »« N'importe quoi, » rétorqua Victoria en ajustant ses boucles d'oreilles en diamant. « C'est une opportunité d'apprentissage. Il dira à ses amis qu'il a joué aux échecs dans un vrai manoir. » Ce que Victoria Whitman ignorait et allait découvrir de la pire des manières, c'est que cet enfant des bidonvilles avait passé les 8 dernières années à étudier chaque ouverture, chaque stratégie, chaque piège que les grands maîtres avaient jamais imaginé. Pendant que ses camarades de classe jouaient à des jeux vidéo, Diego dévorait des livres d'échecs empruntés à la bibliothèque publique et regardait des matchs légendaires sur l'ordinateur cassé qu'il avait réussi à réparer lui-même. Aux petites heures silencieuses du matin, alors que Carmen travaillait en double équipe pour nettoyer, Diego analysait les matchs de Kasparov, Fischer et Carlson. Il avait mémorisé plus de 200 ouvertures différentes.
et pouvait réciter par cœur les 50 défenses les plus célèbres de l'histoire des échecs. Mais, surtout, Victoria n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'être humiliée par le même garçon qu'elle avait sous-estimé par pur préjugé devant tous ses puissants amis. Et quand la vérité éclaterait, ce ne serait pas seulement une défaite aux échecs. Ce serait une leçon qu'elle garderait avec elle pour le reste de sa vie. Pendant que Victoria arrangeait les pièces avec des mouvements théâtraux, Diego observait chaque invité. Quelque chose dans ses yeux suggérait qu'il ne se préparait pas seulement pour un match. Il s'apprêtait à réécrire toutes les hypothèses dans cette pièce sur qui méritait vraiment le respect. Si cette histoire de préjugés et de dépassement de l'adversité vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car ce qui s'est passé ensuite a montré que juger quelqu'un sur son apparence peut être l'erreur la plus coûteuse qu'une personne commette dans sa vie. Victoria a pris sa place du côté blanc avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais rien perdu d'important dans sa vie. « Je joue toujours en blanc, ma chérie. C'est une tradition familiale, dit-elle, ignorant complètement le fait que dans les échecs sérieux, la couleur des pièces est décidée par tirage au sort. Diego hocha la tête en silence et disposa ses pièces noires avec une précision qui fit froncer les sourcils de M. Hamilton. Chaque pièce était placée exactement au centre de son carré, parfaitement alignée, comme si cette planche de marbre italienne n'était qu'une des centaines auxquelles il avait été confronté auparavant. « Rendons cela intéressant », annonça Victoria aux invités. « Si le garçon parvient à me faire peur, ne serait-ce qu'une seule fois, je donnerai $1000 à, je ne sais pas, à une école publique. » Les rires résonnèrent à nouveau dans la pièce, mais cette fois Diego leva les yeux et sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Carmen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait ce sourire. C'était le même que Diego avait quand il était enfant, chaque fois que quelqu'un le sous-estimait lors des compétitions scolaires. Le même sourire qu'il avait utilisé à 12 ans lorsqu'il avait dit qu'il n'avait plus besoin de son aide pour ses devoirs de mathématiques. Victoria ouvrit la partie avec un coup de pion conservateur et 4. Cher roi indien. Une ouverture classique que nous avons apprise à Harvard, expliqua-t-elle avec condescendance, comme si elle apprenait à un enfant à lasser ses chaussures. Diego répondit instantanément. C5, la défense sicilienne. Un silence gêné emplit la pièce. Ce n'était pas le coup de quelqu'un qui savait déplacer les pièces. C'était la réponse de quelqu'un qui connaissait la théorie. « Intéressant », murmura la députée Mills en se penchant en avant. Victoria hésita 3 secondes, le temps que Diego réalise qu'elle avait mémorisé une demi-douzaine d'ouvertures, qu'elle n'en comprenait pas vraiment les principes. Elle joua NF3, suivant un schéma qu'elle avait probablement appris dans un club social. Pendant que Victoria réfléchissait à son prochain coup, Diego s'autorisa un bref retour en arrière. 8 ans plus tôt, alors qu'il n'avait que 9 ans, il avait trouvé un livre d'échecs déchiré dans la poubelle de la bibliothèque. Il l'avait emporté chez lui, caché dans son sac à dos, et avait demandé à Carmen de lui en apprendre les règles de base. « Mige, pourquoi veux-tu apprendre ça ?» lui avait demandé sa mère, épuisée après une double journée de ménage. « Pour être comme les enfants riches, maman. Ils disent toujours qu'ils sont plus intelligents que nous. » À cette époque, Carmen ne gagnait que $600 par mois. Il n'y avait pas d'argent pour les cours, pour l'ordinateur, pour quoi que ce soit. Mais il y avait la bibliothèque publique, qui devint la seconde maison de Diego. Chaque jour après l'école, il marchait 3 kilomètres pour étudier des parties historiques dans des livres poussiéreux que personne d'autre ne touchait. Victoria finit par jouer des 3, un coup timide qui révéla sa nature conservatrice aux échecs et dans la vie. Elle préférait les positions de contrôle sûres où la classe sociale pouvait garantir la victoire. Diego répondit par NC6, se développant avec détermination. Chacun de ses coups était exécuté en moins de 5 secondes, comme s'il suivait un scénario mental mémorisé des années auparavant.
Notre petit garçon va trop vite, fit remarquer Victoria aux invités. Aux échecs, on réfléchit avant de jouer. C'est alors que Diego commit sa première erreur psychologique. Il marqua une pause, fit semblant de réfléchir profondément pendant 15 secondes et joua G6, préparant le fianchetto du fou. C'était un coup que tout débutant ferait instinctivement, mais qui faisait en réalité partie d'un plan stratégique complexe qui nécessiterait 10 coups supplémentaires pour se révéler. Ah, vous voyez, Victoria se tourna triomphalement vers les invités. Il n'a pas la patience de réfléchir. Typique. Mais M. Hamilton, qui avait joué aux échecs à l'université 40 ans plus tôt, reconnut le schéma. Victoria, ce garçon prépare un dragon rapide. Un quoi? Répondit-elle, agacée d'être interrompue pendant sa démonstration de supériorité. C'est une variante du sicilien, plutôt sophistiquée. Victoria regarda l'échiquier avec une tension nouvelle dans les épaules. Absurde. Il avait dû le voir dans un film. Mais, au fur et à mesure des coups, quelque chose d'inquiétant commença à se dessiner. Diego ne se contentait pas de réagir à ses coups. Il dictait le rythme de la partie. Chaque pièce qu'il développait occupait exactement la bonne case, créant une harmonie qui transformait l'échiquier en une sorte de symphonie visuelle. Carmen l'observait depuis un coin de la pièce, le cœur battant. Elle savait que Diego était bon, mais elle ne l'avait jamais vu jouer contre quelqu'un qui se prenait autant au sérieux. Et pour la première fois depuis, après 20 ans de travail dans cette maison, elle lut la peur dans les yeux de Victoria Whitman. La peur de découvrir que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi spéciale qu'elle l'avait toujours cru. Chaque nouvelle humiliation que Victoria tentait d'infliger ne faisait qu'alimenter quelque chose en Diego qu'elle ne voyait pas. Une force silencieuse renforcée par l'injustice même qu'elle tentait d'infliger. Ce que ces privilégiés ignoraient, c'est que chaque acte de mépris signait sa propre sentence, écrite sur les 64 cases de cet échiquier qui allait bientôt devenir le théâtre de l'une des plus grandes humiliations de l'histoire sociale de Beverly Hills. Le 10e coup de Diego révéla quelque chose qui fit s'étouffer M. Hamilton avec son whisky. Le garçon avait sacrifié un coup apparemment innocent, mais tout joueur expérimenté reconnaîtrait le piège mortel qui lui était tendu. « Victoria », murmura Hamilton avec urgence, « ce garçon n'est pas un amateur. » Mais Victoria était trop déterminée à prouver sa supériorité pour écouter les avertissements. « Du calme, ma chère, il a dû mémoriser quelques coups sur Internet. J'en aurais fini avec ça en 5 minutes. » C'est alors que Diego fit quelque chose d'inattendu. Il se leva calmement de sa chaise et se dirigea vers Carmen, qui observait tout depuis un coin de la pièce, les mains jointes. « Maman !» dit-il d'une voix basse qui résonna dans le silence tendu de la pièce. « Tu te souviens quand tu as dit qu'un jour je montrerai à ces gens qui nous sommes vraiment ?» Carmen hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Elle s'en souvenait parfaitement. C'était le jour où Diego avait eu 15 ans et elle n'avait même pas assez d'argent pour un gâteau. Il avait trouvé sa mère en pleurs dans la cuisine de leur petite maison et lui avait promis qu'un jour il changerait tout. « Ce garçon a plus de classe que nous tous réunis », murmura la députée Mills à son mari, observant l'interaction entre la mère et le fils. Victoria tapota la table avec impatience. « On peut continuer la partie. J'ai d'autres engagements aujourd'hui. » Diego retourna à l'échiquier, mais quelque chose avait changé dans son comportement. Il n'était plus l'adolescent timide qu'on avait invité pour s'amuser. C'était un jeune homme qui portait en lui des années de sacrifice, des études secrètes et une détermination forgée dans l'adversité. Le 11e coup de Diego fut exécuté avec une précision chirurgicale qui fit froncer les sourcils à Victoria pour la première fois. Il avait créé une double menace. Si elle protégeait le roi, elle perdrait sa dame. Si elle protégeait la dame, elle serait échec et mat en 3 coups. « Ce n'est pas possible », murmura Victoria en étudiant attentivement l'échiquier pour la première fois depuis le début de la partie.
C'est alors que Hamilton réalisa une chose cruciale. « Victoria, tu es dominée par un gamin qui n'a probablement jamais mis les pieds dans un club d'échecs officiel. » Tandis que Victoria cherchait une issue à son dilemme, Diego en profita pour observer chaque visage dans la salle. La députée Mills avait arrêté de boire du champagne et se penchait en avant, fascinée. Le propriétaire de la chaîne hôtelière avait posé son téléphone portable. Même la femme d'Hamilton, qui feuilletait un magazine de mode, était maintenant pleinement concentrée sur la partie. Carmen connaissait cette expression sur le visage de son fils. C'était la même qu'il avait à 12 ans lorsqu'il découvrit la section échecs de la bibliothèque municipale. Ce même regard qu'il avait eu pendant 5 heures d'affilée à étudier des parties historiques sur un ordinateur lent et cassé. Ce même regard qui le faisait se lever à 5 heures du matin pour résoudre des problèmes tactiques avant d'aller à l'école. Victoria tenta enfin un coup, une tentative désespérée d'échapper au piège. Mais il était trop tard. Diego avait calculé cette possibilité 6 coups plus tôt. « Échec », dit-il simplement, déplaçant sa dame dans une position offrant 3 suites gagnantes différentes. Le silence dans la pièce était assourdissant. Victoria regarda l'échiquier, puis Diego, puis de nouveau l'échiquier. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage contenue à la conscience d'être systématiquement détruite par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. « Vous avez bien dû voir cette séquence quelque part, » dit-elle d'une voix plus aiguë que d'habitude. « Personne n'apprend ça tout seul. » Diego sourit pour la première fois depuis le début du match. « Vous avez raison, madame. Je l'ai appris de Garry Kasparov. »« Kasparov vous l'a appris ?» demanda Hamilton avec incrédulité. « Pas personnellement, » répondit Diego en déplaçant une pièce vers ce qui était clairement le coup final. « Mais j'ai étudié tous ces jeux documentés, maintien 543 pour être exact. » Oui. Il a utilisé cette séquence particulière contre Karpov en 1984, lors du match 23 du championnat du monde. Ah. Victoria regarda autour de la pièce, cherchant du soutien sur les visages des invités. Mais ce qu'elle découvrit était quelque chose qu'elle n'avait jamais vu diriger contre elle, une désapprobation silencieuse. Pour la première fois de sa vie, son entourage n'était pas impressionné par sa performance. Carmen s'avança, sa voix ferme et claire. « Mon fils se réveillait tous les jours à 5 heures du matin pour étudier avant l'école. Il marchait 6 miles jusqu'à la bibliothèque publique parce que nous n'avions pas les moyens d'avoir Internet. Quand je travaillais en double équipe, il restait debout toute la nuit à résoudre des problèmes d'échecs à la lueur des bougies parce que notre électricité était coupée. » La pièce était maintenant complètement silencieuse. Diego regarda sa mère avec un mélange d'amour et de détermination qui fit que certains des présents détournèrent le regard. Honteux. « Échec et mat », dit doucement Diego, plaçant sa reine en position finale. Victoria fixa l'échiquier pendant un long moment, comme si elle s'attendait à ce que les pièces changent de position d'elles-mêmes. Quand elle leva enfin les yeux, elle trouva Diego qui la regardait avec le même calme imperturbable avec lequel il avait commencé le jeu. Mais maintenant, quelque chose avait complètement changé dans la dynamique de la pièce. Les invités ne considéraient plus Diego comme un divertissement. Ils le considéraient comme quelqu'un qui venait de réécrire toutes leurs hypothèses sur le talent, la classe et le mérite. Et ils regardèrent Victoria avec un mélange d'embarras et de déception qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce que Victoria Wittmann ne savait pas encore, c'est que cette défaite sur le plateau ne serait que le premier coup d'un jeu beaucoup plus vaste qui était sur le point de commencer. Un jeu où toutes les règles sociales qu'elle avait toujours considérées comme acquises seraient remises en question et où le garçon qu'elle avait sous-estimé prouverait que la vraie noblesse n'a rien à voir avec les noms de famille ou les comptes bancaires.
Victoria fixa le tableau pendant 15 secondes qui semblèrent une éternité. Ses doigts tremblants touchèrent le roi tombé, comme s'il pouvait par magie annuler l'échec et mat. Le silence dans la pièce était si épais qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale à 15 000 $. C'était de la chance, murmura-t-elle, la voix tremblante, toute confiance antérieure disparue. Il a dû mémoriser cette séquence spécifique quelque part. Hamilton se leva de sa chaise et se dirigea vers le tableau. « Victoria, ce garçon vient d'exécuter une variante de la sicilienne que même moi je ne connaissais pas, et je joue à ce jeu depuis 40 ans. » La députée Mills sortit son téléphone portable et commença à enregistrer discrètement. En tant que politicienne expérimentée, elle reconnut immédiatement la valeur virale de ce moment, une millionnaire raciste humiliée par un prodige qu'elle avait sous-estimé. « Je n'accepte pas ça, » dit Victoria en se levant brusquement et en renversant quelques pièces. « Il y a quelque chose qui cloche. Personne n'apprend à jouer comme ça tout seul. Quelqu'un l'a entraîné spécialement pour me humilier. » Diego resta assis, la regardant avec le même calme, imperturbable. « Souhaitez-vous une revanche? Je peux jouer avec n'importe qui ici, ou avec tous à la fois si vous préférez. » Le commentaire provoqua un murmure nerveux parmi les invités. C'était une offre qui semblait impossible. Mais après ce qu'il venait de voir, personne n'osait douter de lui. « Tu es arrogant maintenant ?» rétorqua Victoria, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Un garçon des bidonvilles ne parle pas à ses supérieurs comme ça. » C'est à ce moment-là que Carmen s'avança et pour la première fois depuis 20 ans regarda Victoria Whitman directement dans les yeux sans baisser la tête. « Madame Whitman, » dit Carmen calmement, « mon fils ne vient pas des bidonvilles. Nous sommes une famille ouvrière et il n'est pas arrogant, il est honnête sur ses capacités, ce que vous ne pouvez pas dire de vous. » La tension monta dans la pièce. Victoria s'emporta. « Comment oses-tu me parler ainsi? As-tu oublié ta place ici? » »« Non, » répondit Carmen. « Je me suis souvenu de ma valeur. » Hamilton, mal à l'aise, intervint. « Peut-être devrions-nous reconnaître que ce jeune homme est vraiment talentueux. » Victoria rit amèrement. « C'est un coup monté. Quelqu'un l'a entraîné pour me faire passer pour une idiote. » Diego se leva. Sa voix ferme coupa la pièce. « Madame Whitman, je n'ai pas été formée pour vous humilier. J'étudie les échecs depuis 8 ans, rêvant de jouer avec des gens qui respectent le jeu, pas pour un spectacle d'humiliation. Quand vous m'avez invité à jouer comme un enfant des bidonvilles, je pensais avoir une chance de mériter le respect. Mais vous vouliez seulement me ridiculiser. » La députée Mills s'approcha, curieuse. « Quel âge as-tu? » « 17 ans, » répondit Diego. « Depuis combien de temps joues-tu sérieusement? » « 8. » Mills regarda Victoria, incrédule. « Vous venez de vous faire battre par un adolescent autodidacte, le fils de votre bonne. » Victoria, déstabilisée, tenta de se justifier. « Je ne savais pas qu'il jouait sérieusement. » Hamilton répliqua. « Ce n'est pas la question. Vous l'avez invité en pensant qu'il serait facile à battre, parce qu'il est le fils de votre bonne, parce qu'il est noir, parce qu'il n'a pas d'argent. » Un silence pesant s'installa. Diego joua avec précision les derniers coups. « Merci pour la partie, Madame Whitman. C'était instructif. » Puis il se tourna vers sa mère. « Maman, on peut y aller? J'ai école demain. » Carmen hocha la tête, avant de lancer à Victoria. « Merci de m'avoir montré que mon fils mérite mieux que cet endroit. » Alors qu'ils quittaient la pièce, Mills cria. « Diego, intéressé par une bourse? » Il sourit, son premier vrai sourire. « Très intéressé, madame. » Victoria, figée, comprenait qu'elle avait perdu plus que le match. Son image était ruinée. Les invités partirent en silence, tandis qu'elle restait seule, humiliée. Ce soir-là ne fut que le début. Diego allait réécrire sa propre histoire et défier le système de privilèges incarné par Victoria. 6 mois plus tard, Diego arpentait les couloirs de Stanford avec une bourse complète en ingénierie. La vidéo de la soirée avait fait le tour du web.
transformant Diego en symbole d'espoir et Victoria en exemple de préjugé. Carmen avait obtenu un poste mieux payé dans un hôtel 5 étoiles, avec une couverture médicale complète. Ce n'était pas de la charité, mais la reconnaissance d'un professionnalisme longtemps ignoré à cause des préjugés. Diego a lancé un programme d'échecs en ligne gratuit, connectant des jeunes de milieux défavorisés à des mentors universitaires. En moins de 6 mois, 1200 enfants apprenaient non seulement à jouer, mais aussi des stratégies de vie que l'école ne leur enseignait pas. Les échecs m'ont appris que chaque personne a une valeur stratégique unique, expliquait Diego à CNN. Victoria Whitman, elle, avait dû tout perdre pour comprendre l'essentiel. Quand on lui demanda si elle en voulait à Victoria, Diego répondit calmement « Les rancunes sont des pièces qui entravent le jeu. Je préfère me concentrer sur ce que je peux construire. » Seule dans son manoir, abandonnée par ses amis, Victoria comprit ce qu'elle avait perdu. Non seulement une partie d'échecs, mais une chance de devenir meilleure. Après l'incident, Hamilton appela Victoria. « Tu as créé cette situation ?» Diego répondit. « La leçon que tu aurais dû apprendre dès le début. » Cette leçon dépassa Beverly Hills. Diego prouva que la noblesse vient du caractère forgé dans l'adversité, pas du nom ou de l'argent. Il transforma les préjugés en objectifs, l'humiliation en force. Aujourd'hui, Diego voit l'avenir sans limite, seulement des possibilités façonnées par sa détermination. Victoria voulait le diminuer pour se sentir supérieure, mais elle révéla que la vraie grandeur est d'élever les autres, pas de les détruire. Carmen encadra fièrement la photo de Diego, recevant sa première mention honorable à Stanford et un certificat de son programme d'échecs ayant déjà impacté des milliers de jeunes. La meilleure vengeance, comme Diego l'a découvert, n'est pas de détruire ceux qui vous rabaissent, mais de construire quelque chose d'extraordinaire qui fait paraître leur médiocrité sans importance. Victoria a tenté de l'humilier, mais Diego est devenu une source d'inspiration. Cette différence montre qui gagne aux échecs et dans la vie. Si cette histoire de justice et de dépassement vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits prouvant que le vrai pouvoir réside dans la transformation des obstacles en opportunités de croissance.